TVT au cœur de l'information. « 20h01 ici à Lomé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, l'ENA, l'École nationale d'administration, revoit ses copies pour une formation de qualité aux ENAC, une exigence qui répond aux besoins de leur tour sur le nouveau plan stratégique dans un instant avec Christine Petiki. Aloudé. Au sommaire également, les performances du port autonome de Lomé. La plateforme portuaire a connu une hausse des importations, idem pour les exportations et les activités de transbordement à plus de 12% malgré le Covid et ses restrictions. Les facteurs déterminants dans un instant. En fin d'édition, nous allons découvrir et apprécier une œuvre d'art, une fresque murale qui laisse transparaître plusieurs messages. Nous serons alors dans la zone portuaire. Voilà pour le sommaire. Place maintenant au journal. L'ENA, l'École nationale d'administration, veut revoir sa méthode d'enseignement au profit des élèves. Ainsi, elle vient d'élaborer ce qu'on peut appeler un plan stratégique avec plusieurs modules aussi alléchants. Le document qui couvre la période de 2021 à 2025 est actuellement en étude par les experts. Le récit du lancement des travaux ce matin avec Christine Petiki-Aloudé. La mission fondamentale de l'École nationale d'administration ENA, depuis sa création, est de doter l'administration publique de cadres compétents pour un service de qualité. Mais l'analyse diagnostique de l'institution fait ressortir des faiblesses aussi bien d'ordre académique que pédagogique. Déjà sur les aspects de gouvernance, il y a un problème. Donc le diagnostic ressort vraiment un handicap à ce niveau. Il faudrait vraiment revisiter carrément le corpus juridique. L'ancrage institutionnel de l'ENA, même en tant que les organes, l'organigramme même de l'ENA, ne permet pas à cette institution prestigieux de jouer pleinement son rôle. Quand on prend les pratiques pédagogiques, on se rend compte vraiment qu'il y a quand même un grand nombre d'enseignants, et chacun spécialisé aussi dans leur domaine, mais on regarde quand même que les pratiques restent encore traditionnelles. On prend la bibliothèque, on n'a pas de documents spécialisés. Nous prenons les cas des salles de classe. Il y a aussi un problème de manque d'équipement et de plus, il n'y a pas vraiment un cadre de renforcement des capacités de ces enseignants. Le besoin de restructuration de l'ENA devient un impératif. Un plan stratégique est élaboré. C'est un élément de planification pour mieux adapter la mission de l'institution aux besoins de l'administration publique. Aucun processus de modernisation, aucune activité ne peut se faire et se dérouler sans une planification. 2022-2025, 3 ans, parce que nous avons des actions prioritaires à réaliser. Nous sommes dans la perspective de concrétisation de la décentralisation et donc il est nécessaire que sur ce plan-là également, l'ENA puisse contribuer du point de vue académique et pédagogique à la formation à la fonction publique territoriale ou du moins à former les agents. Pour une administration de mission, les offres de formation, les critères d'admission des élèves et la révision des curricula sont des actions prioritaires programmées dans ce plan. Sa réalisation est appuyée par le programme d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale Prodégol. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué qui nous vient de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 16 mars 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Communiqué signé par la présidente Yawa Digbodi Tchegan.
Les performances du port autonome de Lomé à présent, la plateforme portuaire consolide sa position de hub logistique de premier plan dans la sous-région et les chiffres sont d'ailleurs là pour confirmer. En 2020, le port de Lomé a affiché une croissance de plus de 15%, un exploit qui reste évolutif durant ces trois dernières années. Plus de détails avec Dodo Hari. Alors que la pandémie au Covid-19 a fragilisé plusieurs secteurs d'activité, le port autonome de Lomé s'en sort mieux que ce que l'on aurait imaginé. Les grandes firmes méditerranéennes ont eu raison de faire confiance à la plateforme portuaire du Togo, dont les performances sont plutôt surprenantes en ces moments de crise sanitaire. L'on en veut pour preuve les derniers chiffres provisoires du trafic global qui sont passés de 22,7 millions de tonnes à environ 25,5 millions, soit une hausse d'environ 12% entre 2019 et 2020. Sur la même période, les importations sont passées de 6,5 à 7,7 millions de tonnes, une progression de 15%. Les activités de transbordement qui étaient de 15 millions ont progressé de 12%, soit à 7,6 millions de tonnes et exportations nationales. Le transit s'est quant à lui attribué 3% de plus, 1,32 million de tonnes contre 1,28. Le trafic portuaire a donc nettement évolué ces 3 dernières années. 22,1 millions de tonnes en 2018, 22,7 en 2019 et 25,5 en 2020. La Covid-19 n'a donc pas eu raison des activités portuaires qui ont su résister à la pandémie. Le port autonome de Lomé confirme ainsi sa position de port de transbordement par excellence dans la sous-région. Le pays compte d'ailleurs sur les activités portuaires pour davantage attirer les investisseurs et dynamiser l'économie togolaise qui essaye tant bien que mal de se relever de la crise sanitaire. Le port de Lomé s'est déjà hissé au rang des plateformes prisées des investisseurs qui y font transiter leurs marchandises à destination du Cameroun. Le pays se positionne depuis 2019 comme troisième fournisseur mondial du Cameroun avec 6,6%. Résultante de son attractivité, des transbordements conséquents effectués ces dernières années en direction de plusieurs ports et le trafic conteneurisé qui a atteint sa vitesse de croisière. Premier port à conteneurs et premier en eau profonde de la côte ouest africaine, la plateforme est un relais stratégique de la Mediterranean Shipping Company dans le déploiement de sa nouvelle politique de fret sur le continent. Le développement durable est partagé avec ce projet gouvernemental qui va avec. Tenez-vous bien, il s'agit du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. Déjà en 2020, 9000 jeunes ont été subventionnés. Alors, quel impact pour les bénéficiaires et leur communauté? Quels sont surtout les grands axes du projet? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Eli Agba Nyandao. Lutte contre le chômage au Togo, une priorité du gouvernement qui se traduit de diverses manières. En 2020, 9000 jeunes ont reçu des subventions pour développer leur génie créateur. De jeunes entrepreneurs soutenus à travers le projet d'opportunité d'emploi des jeunes vulnérables, EJV. Le projet a permis de sortir au moins 14 000 jeunes de la précarité, dont 7 000 femmes. Beaucoup sont devenus aujourd'hui patrons de leurs propres entreprises et emploient d'autres jeunes. Là, j'ai démarré mon activité. Ce que j'avais, j'ai augmenté et je suis allé à 2 hectares. Dans les 2 hectares là, j'ai pu réaliser 1 321 000. C'est dans ça que j'ai enlevé pour payer mon tricycle. Et cette année, je préfère faire 3 hectares. Maintenant, je suis devenu un grand entrepreneur. J'engage les jeunes comme on nous avait engagés aussi, je les paie. Grâce à Anadev, j'ai économisé l'argent et j'ai élargi mon atelier. J'ai les apprentis, j'ai des clients et j'arrive à épargner chaque jour. Le volontariat communautaire est l'une des composantes du projet qui rassemble plus de 200 villages sur l'étendue du territoire. Il a permis à chaque jeune citoyen de travailler pour sa communauté et d'avoir en retour des revenus et une subvention pour la mise en place des activités génératrices de revenus et de bénéficier des formations. Je peux écrire, je peux lire.
Quand mes enfants même m'amènent les cahiers, je peux lire ce qu'ils vont faire à l'école. Je peux faire le calcul dans mon marché. J'ai un cahier dans mon marché. Je sais parler le français un peu. À cause de l'ANADEB, on peut lire et écrire. Ça nous permet d'éduquer bien nos enfants. Après avoir vendu les choses, je sais comment dépenser et économiser pour prendre soin de la famille. De 2017 à 2020, 14 124 jeunes, dont 58 femmes, ont participé aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. En 2020, c'est plus de 6 000 jeunes qui ont pris part au TIMO. Le projet d'opportunité d'emploi des jeunes vulnérables concerne 200 villages dans les 5 régions du Togo. Un mot à présent sur l'élevage au Togo, l'accompagnement et le soutien du gouvernement au profit des éleveurs. Nous faisons alors ce soir un tour dans le ZIO pour apprécier la situation des éleveurs sur place avec Yasmine Koudia. Dans les systèmes agricoles du Togo, l'élevage représente, après les cultures vivrières, le deuxième contributeur de revenus pour la population rurale et participe à travers ses différents produits à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Depuis quelques années, le sous-secteur connaît une évolution marquée par une augmentation progressive de la production dans différentes filières. Ainsi, sur la période 2016 à 2020, les effectifs du cheptel sur le plan national sont passés de 446 183 à 464 299 têtes pour les bovins et 4 840 529 à 6 447 881 têtes pour les petits ruminants. Sur la même période, les effectifs de volailles sont passés de 20 875 360 à 28 400 694 têtes et le nombre de porcins de 1 222 878 à 1 117 194 têtes. Dans le sous-secteur de l'élevage, c'est un ensemble d'acteurs, chacun dans le rôle qui est le sien pour mener au quotidien les activités visant à améliorer les pratiques d'élevage. Producteurs, corps vétérinaires, pharmaciens de santé animale et transformateurs, chaque catégorie d'acteurs intervient selon ses compétences dans la chaîne de production. Au niveau de chaque filière, c'est tout un maillon. Il y a le maillon de la production, le maillon de la transformation et enfin le maillon de la distribution qui débouche sur la consommation. Le Togo est un pays à 70% agricole et chaque agriculteur a à côté de son champ un animal, que ce soit gros bétail, et petit bétail ou volaille. La contrainte pour le développement de l'élevage, c'est la santé. Il faut maîtriser la chaîne de transmission. Il faut maîtriser le côté sanitaire de toutes les filières, que ce soit les bovins, en faisant quoi? Une prophylaxie, en faisant des vaccinations régulières nationales et en luttant contre les épizooties si elles adviennent. Les services publics mettent à la disposition des différents partenaires tout le plateau technique en matière d'alimentation, permettant d'évoluer dans chaque domaine. Au Togo, malgré cette tendance évolutive, dans le sous-secteur et l'appui des acteurs publics et privés, des difficultés demeurent et le pays reste structurellement déficitaire en produits carnés. Un déficit estimé à 45% par rapport aux besoins nationaux, ce qui amène le pays à se tourner vers les importations. Ici, il n'y a pas l'eau. Sinon, c'était un peu, beaucoup plus, c'est ça. Mais c'est manque d'eau que ça fait que j'ai diminué. J'ai vendu un peu. Donc, de temps en temps, par jour, on peut dépenser côté eau comme 2 000 ou 3 000. Si l'État peut vraiment nous aider, ça serait forage. Parce que les bœufs boivent trop d'eau. Le travail est dur. Il me faut beaucoup de sous pour nourrir ces volailles. Le suivi est important. Il faut du personnel. Ici, j'ai besoin de plus d'espace. Ceux qui achètent nos produits ne nous arrangent pas. Il faut que l'État nous trouve des débouchés. L'autre problème, c'est le problème d'eau. Actuellement, nous sommes en saison sèche.
Les feux de brousse sont ravagés, les herbes d'abord. Donc le peu qui reste, les bœufs aussi viennent ramasser. Donc il n'y a plus de nourriture pour les bêtes. On longe les cours d'eau pour pouvoir trouver un peu d'herbe. On manque des produits pour pouvoir évoluer. Face à cette situation et à l'évolution grandissante des besoins, la relance des filières animales s'impose comme une urgence économique. Déjà, plusieurs initiatives sont développées par le gouvernement, à savoir le développement des chaînes de valeur viande, laiterie, fourrage, à travers la mise en œuvre des zones d'aménagement pour la production des bovins, ZAP, la création de l'Institut de formation en alternance de développement de Bakwasi ayant pour vocation un développement durable des différentes filières animales, la création des aides d'abattage de bétail pour la transformation des produits carnés, la mise en œuvre du projet d'insémination artificielle pour la promotion de la race de vaches laitières améliorée. La politique à moyen et long terme, c'est d'intensifier notre production afin de rattraper le déficit en produits carnés que nous avons. Étant donné que nous avons 6 régions agroécologiques, et ces 6 régions correspondent à des spéculations bien définies, il faut que chaque région soit capable de diagnostiquer les problèmes, les maux qui minent l'élevage dans cette région. Et comment nous allons voir ensemble comment proposer un plan stratégique qui puisse permettre à chaque région de se spécialiser dans telle production afin que notre élevage ne soit plus un élevage d'amateurs, mais un élevage professionnel. En dehors de ces actions très significatives, il est nécessaire de faire un véritable diagnostic des problèmes du sous-secteur et de proposer des mesures idoines devant promouvoir durablement l'élevage dans notre pays. On ne le dira jamais assez, la campagne vaccinale anti-Covid lancée par le gouvernement s'est poursuivie les 11 et 12 mars en faveur du personnel soignant. Une première réussite, mais le gouvernement lance un appel à la population du Grand Lomé à ne point négliger la campagne de vaccination. Les détails avec Ekwesala. Du 11 au 12 mars 2021, le personnel soignant était soumis à la vaccination anti-Covid sur l'ensemble du territoire national. Une première phase de la campagne vaccinale tant attendue qui a reçu l'adhésion remarquable des agents de santé. La mobilisation était palpable dans les différents centres de santé du pays au cours des 2 jours de la campagne. Un grand succès, d'ailleurs salué par le gouvernement. C'est désormais au tour de la population du Grand Lomé de se soumettre à l'exercice pour permettre au pays de diminuer la charge de la maladie. Mais tout le monde n'est pas concerné par cette opération. Elle s'adresse aux personnes de 50 ans et plus, celles de moins de 50 ans et porteuses de comorbidités, notamment hypertension artérielle, diabète, cancer, infection au VIH-Sida, maladie rénale, maladie respiratoire chronique. Le dénombrement de ces personnes cibles a démarré depuis ce lundi 15 mars 2021. Il se fera de 3 manières. Le dénombrement en ligne pour ceux qui le désirent, suivant un lien déjà opérationnel, ou soit dans les 37 formations sanitaires publiques du Grand Lomé de 7h30 à midi et de 14h30 à 17h. Les personnes incapables de s'inscrire en ligne ou de se rendre dans les formations sanitaires feront l'objet d'un dénombrement porte-à-porte à leur domicile. Cette opération sera menée par les agents de santé communautaire, rassure le gouvernement. Avec les premières doses du vaccin AstraZeneca, le Togo compte vacciner 78 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. D'autres doses du vaccin sont attendues courant le mois de mai 2021. La campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus au Togo est lancée. L'adhésion est grande avec les premières images, mais le gouvernement continue avec des séances de sensibilisation. En témoigne cet extrait de l'émission Au cœur de la nation qui rassure aussi de l'efficacité du vaccin. Regardez. Le vaccin aujourd'hui, le meilleur vaccin, c'est celui dont vous disposez. Je vais être simple, pour l'instant, tous les vaccins sont bons. Et nous avons eu AstraZeneca. C'est de lui qu'il s'agit. Oui. C'est un vaccin qui n'a pas été
juste, je dirais, le propre du Togo, mais beaucoup de pays l'ont reçu. Il est produit par les Anglais et les Suédois. Nous avons reçu des résultats de séquençage de 9 souches réalisées à Accra par le laboratoire de l'OMS qui montrent que ce vaccin-là est bien pour nous pour l'instant parce qu'on n'a pas de variant sud-africain, ce qui était aussi une des grosses inquiétudes de la population. On a eu à 30%, ce n'est pas beaucoup ce que nous avons fait, mais on a eu 30%, ça veut dire 3 sur 9 qui était le variant britannique sur lequel le vaccin marche très bien. Nous dirons simplement Alléluia. Lors d'une infection virale, vous avez plusieurs, si vous voulez, le même virus est décliné en plusieurs formes de virus qu'on appelle population virale. Mais c'est la population majoritaire que vous rencontrez dans la quantification lorsqu'on mesure, et ainsi de suite. Donc, nous n'avons pas de variant sud-africain, c'est une bonne chose. Nous avons un variant britannique qui est pris en compte par le vaccin AstraZeneca. Pour l'instant, c'est un vaccin pour lequel, lorsque vous le recevez, la seconde dose, vous avez 8 à 12 semaines pour la recevoir. Un vaccin, généralement, c'est une partie d'un microbe, d'un micro-organisme ou tout le micro-organisme vivant ou atténué. Quand un homme fait une infection et qu'il en meurt, généralement, ce n'est pas le germe qui tue. Dans de rares cas, le germe tue. Mais généralement, ce n'est pas le germe qui tue, mais c'est la réaction de l'organisme vis-à-vis du germe qui casse l'organisme. Plus votre organisme réagit trop violemment, ce sont vos cytokines fabriquées trop exagérément qui vous tueront. Tous ceux qui ont eu le vaccin et qui ont réagi et qui ont eu des gros effets secondaires, nous disons plutôt, heureusement pour eux, qu'ils ont eu le virus vaccinal. Parce que ces gens, s'ils avaient eu le vrai virus, ils auraient tellement réagi que c'est eux qu'on recrute parmi les morts. Le vaccin AstraZeneca est efficace. Comme on le dit, c'est ce que tu as chez toi qui est bon. Ça ne sert à rien de fantasmer sur ce que tu n'auras pas ou que tu n'as pas. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, oui, il y a quand même quelques effets secondaires. Moi, attends, qu'est-ce qui te dit que tu auras l'autre qui est supposé peut-être avoir moins d'effets secondaires? Et si en temps ça vient, après que toi, tu sois mort, tu fais comment? Il faut accepter ce que tu as. Nous avons le vaccin AstraZeneca qui a montré son efficacité. À la première injection, elle est efficace à près de 70%. Ça dit que 70 personnes sur 100, à la première injection, ont une immunité ça génère donc une immunité qui leur permet de ne pas s'infecter ou si elle s'infectait, de ne pas développer les formes graves. Si tu t'es vacciné et que tu t'infectes, ce qui est sûr, le virus ne te tuera plus, mais ça devient une deuxième dose en fait pour toi. Ce virus que tu as pris après t'être infecté devient en réalité une revaccination pour toi qui en vérité consolide ton système immunitaire. Mais s'il se trouve que après la première dose, tu as reçu la deuxième dose réglementaire, tu passes de 70% à plus que 70%, voire 85-90%. Je vais aussi vous dire que c'est l'exposition aux piqûres de moustiques tous les jours qui font que nous, les adultes, on ne fait pas les formes graves liées au paludisme. Donc, quand quelqu'un est vacciné et que la personne a déjà les anticorps de départ, il arrive facilement à lutter contre toute forme d'infection qui peut venir de gauche à droite. Les mesures barrières, c'est essentiel. Mais toutes les personnes qui s'infectent aujourd'hui observent les mesures barrières. Ça veut dire que tu peux avoir les mesures barrières, mais par mégarde, tu ne sauras pas comment l'infection vient. Donc, mieux vaut pour toi que tu aies une protection initiale, même si nous qui sommes ici, à supposer par exemple que nous ne sommes plus sûrs d'avoir la deuxième dose, le fait que nous ayons reçu une première dose, nous avions déjà, notre organisme est déjà préparé. Nous allons élaborer ce qu'on appelle les cellules mémoire. Les cellules mémoire, c'est les cellules qui se souviennent de ce qui s'est passé. Et lorsque l'événement nouveau arrive plus tard, cette mémoire permet de déclencher le mécanisme et de se mettre rapidement à élaborer les anticorps. Donc, c'est toujours une bonne chose de prendre ce vaccin. Et aujourd'hui, tout ce qu'on raconte sur les histoires de Moderna et compagnie, c'est des publicités de laboratoire.
À l'instant même, l'extrait de l'émission Au cœur de la nation du vendredi dernier. Je vous fais à présent aussi lecture de la situation de la pandémie au Togo à ce jour du lundi 15 mars 2021. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 8222, 39 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 6813, 26 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1313 et le nombre de décès est de 96. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji Yawa. L'actualité toujours au plan national avec ces assises qui annoncent l'ajustement des tarifs de franchissement des véhicules par catégorie au poste de péage. Le ministre en charge des transports était cet après-midi porteur du message. Il avait en face la fêtière patronale togolaise des transporteurs. Le compte-rendu de la rencontre avec Aimé Alpha Obekpotogbe. Commentaire Yata Aratem. Après 15 ans sans modification, le Togo réajuste pour une première fois les tarifs de franchissement des véhicules au niveau des différents postes de péage. La nouvelle grille tarifaire démarre ce jeudi 18 mars. Elle prend en compte les engins à 2 roues et les tricycles, ceci selon les gabarits en vue d'améliorer les ressources de financement. Les 2 roues désormais vont payer 50 francs CFA. 50 francs CFA pour les 2 roues. Les tricycles, 3 roues, c'est 100 francs. Au péage, les véhicules légers, 500 francs CFA. Les minibus de 9 et de 15 places, 600 francs. Les autocars, bus, 1500 francs. Les poids lourds à 2 essieux, 2500 francs. Les poids lourds à 3 essieux, 3000 francs. Les poids lourds à 4 essieux, 3500 francs. Et les poids lourds à 5 essieux, et plus 5000 francs CFA. Depuis 2005, il y a eu presque 2000 km de routes bitumées. Je ne parle pas des routes simples, des pistes rurales, que les routes bitumées, que ce soit dans le Grand Lomé ou à l'intérieur du pays. Et c'est des efforts colossaux que l'État togolais a déployés pour vraiment rendre praticable un certain nombre de routes étalées sur toute l'étendue du territoire. Ces efforts, effectivement, entraînent des coûts énormes. Énormes non seulement dans le cadre de l'investissement, mais également dans le cadre de l'entretien de ce qui est réalisé. Le SAFER a mobilisé beaucoup de ressources, mais lorsqu'on calcule la moyenne annuelle de ces ressources, ça représente à peu près 17 milliards par an. Et ces 17 milliards ne sont composés que de 25% des droits de péage. Il faut en moyenne par an 30 milliards de francs CFA pour entretenir nos routes. Mais c'est seulement 17 milliards par an qu'on arrive à mobiliser. Et donc, c'est des efforts supplémentaires que l'État déploie, que nous, tous Togolais, usagers des routes, des axes routiers, nous déployons pour pouvoir vraiment entretenir et maintenir la qualité de nos routes. Le réajustement de ces prix a été décidé en décembre 2020 en Conseil des ministres. Il a fait objet de concertation avec les différents syndicats des transporteurs routiers du Togo, suivant les recommandations du chef de l'État. Après nos diverses rencontres avec la fêtière, et la fêtière a vu que c'était nécessaire qu'elle-même, qu'elle retourne à la base de Lomé en 5C pour expliquer effectivement le bien fondé, parce qu'ils ont compris que entretenir les routes, c'est normal, que les routes soient en bon état. Si la route est en bon état, ben, ça évite les frais, les accidents même, les frais d'entretien des véhicules. Vous voyez? Donc ils ont vu comment ces efforts que madame vient d'expliquer maintenant, toutes ces routes qui sont en rénovation, et quand on regarde que le coût
annuel, c'est 30 milliards. Et que de l'autre côté, on n'a que 17 milliards de mobilisés. Et là-dedans, on voit que la participation, c'est un quart. Vous voyez, donc eux-mêmes, ils ont compris que, effectivement, parce que si vous parlez sans chiffres, et c'est là que la fêtière, effectivement, ils ont compris que l'État, c'est normal que les tarifs qui sont restés figés depuis 15 ans, et l'idée de l'État de faire cette modification tarifaire est justifiée. La base, à travers la fêtière qui sillonne le Togo du 1er au 5 mars, a manifesté son adhésion à la réforme et a fait part des préoccupations pour sa réussite. Au nombre de ces préoccupations, il y a les tracasseries routières suivies de raquettes sur tous les axes. Des préoccupations qui ont été prises en compte et le ministre de la Sécurité de rassurer les transporteurs et usagers sur les mesures sécuritaires. La présence des agents sur la route, c'est d'éduquer, prévenir les accidents et aller au-delà, préserver la sécurité et la paix dans notre pays. Leur présence sur la route, que ce soit sur la nationale numéro 1 ou les autres nationales, ou sur les pistes rurales, c'est de rassurer. Lorsque vous êtes victime d'une tracasserie, immédiatement il faut appeler. Il y a le numéro 1014. Ça, c'est un numéro qui est logé au ministère. Et des agents sont là 24 heures sur 24. Vous appelez à 2 heures du matin, quelqu'un va décrocher. Les tarifs des transports restent inchangés. En plus du péage de Davier, 2 autres seront automatisés. Les postes de Vaudoubé et d'Aképé. Et ce communiqué, avant de poursuivre cette édition, il est porté à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 5 qu'en raison des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Lomé-Palimé, les opérations de perception des droits d'usage de la route au poste de péage de Zanguera seront provisoirement suspendus pour permettre à la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER de déplacer ses équipements et à l'entreprise attributaire des travaux de démolir l'existant. En attendant la construction d'un nouveau poste de péage plus moderne au PK17, une plateforme de péage provisoire sera aménagée au dit PK17 en substitution afin de permettre à la SAFER de reprendre dans un bref délai ses opérations de perception. Le ministre des Travaux publics compte sur la compréhension et le suivisme des usagers de la route nationale numéro 5 pour le respect des dispositions qui seront prises, communiqué signé par la ministre Zoueratou Kassa Traoré. Cette image à présent qui traduit le génie créateur d'un artiste, les fresques murales le long de la clôture de Simtogo, l'œuvre allie l'art et l'industrie avec une superficie de 100 mètres carrés. Les détails dans ce reportage de Ulrich Amega, commentaire Sonia Miyiko. La voile tombe le long du mur de Simtogo et l'on aperçoit du beau. Tout un art qui s'exprime. La tête d'un taureau noir sur fond rouge pour traduire l'esprit de compétitivité de l'entreprise. Une scène de marché, les engrenages machines, les silos, le broyeur, les échafaudages incontournables dans la production extractive. En arrière-plan, une représentation de végétation faite d'arbres aux couleurs multiples. Une œuvre d'une superficie de 100 mètres carrés pour près de 4 mètres de haut, à travers laquelle l'artiste expose les échanges fructueux entre Simtogo, consommateurs et bénéficiaires de leurs produits. À travers vous et nous, le vous, je me mets à la place de nous qui sommes à l'extérieur de Simtogo, qui ne travaillent pas à Simtogo. C'est la reconnaissance même de Simtogo de se dire ils existent parce que la population existe, la population consomme. La réalisation de cette nouvelle fresque murale vient répondre à la vision du groupe Heidelberg Cement, promouvoir la main-d'œuvre locale en alliant l'art à l'industrie. C'est un coup de cœur depuis déjà un certain temps et on a voulu matérialiser une œuvre qui soit disponible pour tout le monde ici, les habitants de Lomé, à l'extérieur de notre site,
pour que son art soit accessible directement à tous. Ici, le talent de l'artiste togolais parle. Le génie créateur du 228, comme l'on le dit, ne cesse d'innover au quotidien. Il fait vivre l'art à travers ses créateurs. Le ministre en charge de la culture peut s'en réjouir. Ma joie est d'autant plus grande que ce chef-d'œuvre a été réalisé par un de nos plus talentueux artistes plasticiens. C'est le lieu de rendre hommage au génie créateur togolais. Cette initiative de la société Simtogo vient apporter de façon substantielle sa contribution à la promotion des artistes plasticiens de la terre de nos aïeux, à la suite de celles similaires prises par les plus hautes autorités de notre pays depuis quelques années. C'est la preuve irréfutable que l'art et la culture deviennent des composantes à part entière de la vie des entreprises. La détermination du président de la République à voir les artistes vivre de leur art se voit ainsi renforcée et confortée. Spécialisé dans la production de ciment de qualité avec 95% des matières premières locales, Simtogo exprime ainsi son attachement à l'atteinte des objectifs du Plan national de développement par le soutien aux artistes togolais. Ceci marque la première étape d'un projet artistique qui vise l'extension de l'usine de Lomé avec en toile de fond l'embellissement de la ville. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.